puis surtout, pourquoi vous parlez du Danemark? En fait, non, parce que c'est un petit pays auquel on prête en général un activisme diplomatique et une capacité stratégique, c'est-à-dire une capacité à peser dans des opérations qui est bien supérieure à ce que sa puissance militaire et son poids économique laisseraient supposer. Donc si ce petit pays a une capacité diplomatique et militaire relativement surdimensionnée par rapport à sa taille, mon argument, et ça j'ai découvert ça en arrivant, c'est qu'ils ont mis en place au fil du temps un écosystème stratégique particulièrement efficace. Je vais essayer de vous l'écrire, et qui repose très rapidement sur 3 piliers. Le premier, c'est l'excellence universitaire à tous les niveaux, et son corollaire qui est l'indépendance et les libertés académiques. Le deuxième pilier, c'est la concentration des moyens. Et le troisième pilier, c'est la circulation professionnelle. Alors, je vous ai préparé un petit slide qui vaut ce qu'il vaut. Donc, je vais rapidement vous décrire les principales institutions. Si on part tout à droite, il y a le Danish Defence College, qui est en fait une fusion de l'école de guerre, du CHEM et de l'IHEDN. C'est tout à la fois. Donc, les officiers, dans leur carrière, à plusieurs moments de leur carrière, vont suivre des cours au Danish Defence College, donc qui correspondront soit au cursus chez nous, école de guerre, soit CHEM, puis ensuite éventuellement IHEDN. L'avantage, c'est que comme tout est concentré, au bout d'un moment, ils se connaissent, et surtout, le Danish Defence College dispose d'un groupe de chercheurs permanents, enseignants, chercheurs, professeurs, environ une vingtaine de personnes, résidents, un peu comme les Britanniques d'ailleurs. Donc ça, c'est au sein du ministère danois de la Défense, il y a déjà une capacité de recherche autonome avec des gens qui sont des cadres professeurs, chercheurs, docteurs, militaires comme civils, hein, la question ne se pose pas. Mais c'est vraiment une question en résidence. Au centre, vous voyez le DIS, le Danish Institute for International Studies, qui est en fait un think tank, qui est un mélange en termes de volume de l'IFRI, de l'IRIS et de la FRS. Il y a 95 personnes, chercheurs résidents, qui travaillent au DIS. C'est-à-dire que c'est une capacité de production de recherche qui est, en termes de volume, équivalent à la fusion de nos 3 principaux think tanks. Et qui couvre à peu près tous les domaines. Hein. Donc ils vont parler de politique étrangère, politique de défense spécifiquement, et recherche stratégique, qui ont un financement qui est principalement public, mais surtout un large degré d'autonomie, parce qu'il n'y a pas vraiment de financement en type recherche de projet pour le 10, pas comme on nous a expliqué ce matin. Ils ont un financement brut qu'ils utilisent ensuite en fonction de leurs propres priorités. Qu'est-ce qui est intéressant? Évidemment, discussion avec le ministère, parce que bon, il y a un côté, comme c'est un think tank qui a besoin de servir les décideurs, c'est logique, c'est leur fonction, mais ils ne sont pas tenus par la définition de la question, comme ça nous a été présenté par Jean-Pierre Molny tout à l'heure. Ils peuvent eux-mêmes s'autosaisir de certaines questions et sont donc aussi force de proposition. Et dans le troisième bloc, j'ai mis les universités tout à gauche, donc en haut l'université de Copenhague, au centre l'université de Danemark du Sud, donc mon institution, et en dessous l'université de Aarhus. Alors l'université de Copenhague dispose, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, en son sein d'un Center for Military Studies. Ce centre est intégralement financé par le ministère de la Défense danois, qui finance 9 postes qui sont donnés à l'université. Et l'université s'organise comme elle veut pour recruter les gens qui y travaillent et gérer leur carrière. C'est-à-dire que le ministère danois de la Défense fait confiance à l'université pour avoir créé un centre de recherche autonome qui du coup respecte la liberté académique, où les universitaires s'organisent eux-mêmes. Alors les chercheurs du Center for Military Studies sont statutairement chargés de consacrer 40% de leur temps au profit du ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'ils font des études. On les charge d'un certain nombre de missions, faire une étude sur le remplacement des F-16 danois par les F-35, ainsi de suite. Et 60% de leur temps, c'est de la recherche autonome. Ce sont eux qui s'autosaisissent, ils font de la théorie, ils vont en conférence, ce sont eux qui décident ce qui les intéresse. Ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est qu'il y a une relation de confiance qui du coup se crée entre
le ministère de la Défense qui délègue à l'université la production de savoir, et les universitaires qui, du coup, savent qu'ils travaillent pour le ministère de la Défense, mais en même temps ont l'autonomie de s'autosaisir de certains de leurs projets. Alors quel est l'avantage? C'est que pour le ministère de la Défense, ça sert de red team, comme on dit, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas liée par les enjeux de carrière au sein de l'administration et qui du coup a une liberté de ton qu'elle ne pourrait pas avoir si c'était au sein d'un ministère traditionnel. Comme leur carrière scientifique est gérée par l'université sur des critères scientifiques, ils ont une liberté de ton quand ils s'adressent au ministère qui est absolument inégalée en fait. Et ça, c'est en termes de relations civilo-militaires, en termes de débat stratégique, c'est particulièrement important. La deuxième institution, qui est dans le Center for War Studies, qui est mon institution, là, c'est purement universitaire. Ce sont le département de sciences politiques auquel j'appartiens, le département d'histoire et le département de droit, qui, ensemble, ont décidé de créer un centre interdépartemental qui regroupe les chercheurs travaillant sur ces questions. Et les facultés, en fait, ont adhéré au projet. C'est-à-dire qu'on a créé un master en sécurité internationale et droit international pluridisciplinaire en langue anglaise et qui permet de fournir une offre de formation dans les 3 disciplines. Et on a évidemment, bon, mes collègues danois, parce que moi je parle pas danois, vous savez, ça m'intéresse pas trop, mais mes collègues danois ont des liens éventuellement de conseil, mais c'est une institution purement universitaire. Et ça fait de nous le premier Center for War Studies en termes de volume. On a 35-36 chercheurs au total. Ça fait de nous le premier centre de War Studies à l'échelle continentale, en Europe continentale. On ne se compare pas aux Britanniques, mais en Europe continentale, on est le plus volumineux. Et ensuite, il y a l'université de Aarhus qui dispose d'un département de sciences politiques avec des chercheurs qui travaillent sur ces questions. Alors, quels sont les 3 piliers? Excellence universitaire. Le doctorat, c'est le minimum. Voilà. Dans toutes ces institutions, tout le monde est docteur, civil, militaire, il n'y a pas de question, ça évite les faux débats de statut, expertise contre connaissances scientifiques. Tout le monde est docteur. Comme ça permet de calmer les attentes et tout le monde est au même niveau minimum. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième aspect, c'est la recherche scientifique est importante. Tous les gens du Danish Defense College, du DIS, ou évidemment les universitaires, vont tous aux conférences universitaires internationales. Les cadres professeurs de l'école de guerre danoise, on les voit présenter des papiers dans les conférences de recherche internationale avec des universitaires comme nous. Et donc, cette possibilité de faire de la recherche, l'idée c'est de dire faire des théories des RI, c'est important parce que ça permet de générer des cadres conceptuels qu'on va ensuite appliquer aux situations spécifiques. Mais les gens font le tout, ils font la théorie et ils font l'application. Ensuite, concentration des moyens, donc je vous l'ai expliqué, hein, le Danish Defense College, c'est une seule institution qui couvre plusieurs niveaux d'éducation militaire. Le 10, il y a 80 chercheurs, c'est quand même une grosse masse. Nous, au Center for War Studies, on est 35, c'est quand même une grosse masse aussi. Et dernier point, c'est la circulation professionnelle. Et là, je voudrais vraiment donner cet exemple. Il y a 2 semaines, j'étais au jury de mémoire d'une étudiante que j'ai dirigée. Et le professeur qui a étudié le mémoire avec moi pour le noter, c'était un parfait exemple de comment fonctionne le système danois. C'est quelqu'un qui était d'abord en poste professeur à l'université de Aarhus, spécialiste des questions de réforme du secteur de sécurité. Donc il connaît toute la littérature scientifique, il a fait des terrains sur le sujet, il sait de quoi il parle, il a publié sur le sujet de manière académique. Il a été envoyé pendant 1 an et demi comme chef de mission en Afghanistan, de chef de la mission danoise de réforme du secteur de sécurité, parce que c'était l'expert au Danemark. Donc du coup, on a mis chef de mission là-bas avec le grade qui va bien et les responsabilités administratives qui vont bien. Après son 1 an et demi en Afghanistan, il est revenu, il est maintenant professeur au collège danois de défense. Ce type de trajectoire qui fait qu'on voit très souvent des gens passer de l'université au think tank, au Danish Defense College, à l'administration et ainsi de suite, c'est permis parce que les fondamentaux sont là, c'est l'excellence universitaire, le doctorat c'est le minimum pour tout le monde, ça permet la circulation. Il y a une circulation professionnelle et une concentration des moyens, tout le monde se connaît. Donc, je répète, excellence, concentration, circulation.